Bonsoir, nous sommes sur la chaîne Perdition idéologique. Nous allons continuer aujourd'hui notre discussion sur toutes les idéologies pernicieuses qui traversent notre espace social. Si vous pensez que le contenu de cette chaîne est digne d'intérêt, diffusez, likez, parlez-en à vos amis, à vos connaissances, à vos élèves, à vos professeurs et à tous ceux qui peuvent être intéressés par les questions liées à l'idéologie. Nous allons aborder aujourd'hui une vaste question qui est liée au djihad judiciaire. Et pour parler du djihad judiciaire, j'ai invité aujourd'hui Fadila Maaroufi. Bonsoir Fadila. Bonsoir Yana. Fadila ne nécessite plus la présentation sur notre chaîne, mais je vais le faire pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est une grande défenderesse de la laïcité. C'est une cofondatrice de l'Observatoire européen des fondamentalismes à Bruxelles. C'est aussi une cofondatrice du Café laïque à Bruxelles et à Paris, un espace nécessaire aujourd'hui pour donner la parole à ce qu'on peut appeler la dissidence, les gens dont on n'entend pas la voix dans la grande presse ou dans les médias et qui défendent la liberté, la laïcité, la République, la tolérance, la vraie, et la possibilité d'exprimer ses pensées. Donc nous allons parler aujourd'hui du djihad judiciaire avec toi, Fadila, et je voulais commencer cette émission par une remarque qui est liée au statut de cette formule discursive. On peut souvent entendre parler du djihad judiciaire, et c'est une formule qu'on perçoit comme une métaphore, comme une sorte de guerre ou une sorte d'un phénomène qui caractérise notre société où tout s'est judiciarisé, tous les procès, Mhm. etc. Or, dans ton cas, on a pu observer quelque chose qui me fait dire qu'il ne s'agit pas d'une métaphore, mais qu'il s'agit de prendre le terme djihad judiciaire pratiquement au sens premier de ce terme. Le djihad, c'est une guerre sainte contre les infidèles, contre ceux qui critiquent la religion ou l'idéologie Mhm. islamique ou islamiste, tu nous en diras plus. Et tu as dû subir 2 procès contre toi qui ont été initiés par 2 personnes dont tu as pointé la proximité à l'idéologie islamiste, l'idéologie notamment des frères musulmans, et qui ont décidé que c'était dangereux pour leur réputation et qui t'ont imputé 2 procès. Tu l'as fait sur Twitter. Plusieurs tweets ont été, à leur encontre, ont été faits par l'Observatoire européen des fondamentalismes. Et en fait, tu as montré leur appartenance à ces Mhm. idéologies. Il s'agit de 2 personnalités assez connues en Belgique. La première est Farida Tahar, qui est une ancienne sénatrice et députée bruxelloise écolo aujourd'hui, dont tu as dit qu'il était proche des frères, ou plutôt des sœurs musulmanes, et tu l'as montré. Et la deuxième personnalité, c'est Ibrahim Ouassari, le fondateur de Molenbeek. C'est une entreprise qui a pour mission de rendre le secteur des technologies accessible à tous. Je le cite. C'est aussi quelqu'un qui se présente comme un médiateur entre le Maroc, il se dit belgo-marocain, et la Belgique, un constructeur de ponts, comme on aime dire aujourd'hui. Eh bien, tu les as taclés en montrant de qui il s'agit, et ces 2 personnes n'ont pas supporté que tu dises qui sont proches de ce que Florence Bergeau-Leclerc appelle la sphère frériste Mhm. ou carrément la confrérie. Ça, on ne va pas entrer dans ces détails ici. Alors, ce qui était très curieux pour moi et pour ceux qui ont suivi ces procès, c'est que personne n'en a parlé. Il y avait un article dans la presse belge, on va l'afficher pendant cette émission, et la presse française n'en a pas parlé parce que tes procès ont eu lieu en Belgique. Tu les as gagnés, heureusement. Et donc aujourd'hui, je voulais parler de plusieurs choses de l'essence de ce djihad judiciaire, d'une part, d'autre part, de la peur de ces personnes qui ont essayé de te faire le procès. Mhm. Et pourquoi la peur? Parce que finalement, dire qu'ils appartiennent à une sphère frériste, le fait de te faire procès pour ça montre qu'ils considèrent qu'il s'agit de quelque chose de répréhensible ou d'inacceptable, parce qu'ils ont plaidé aussi l'atteinte à leur réputation. Et la troisième question dont on parlera aujourd'hui, c'est la signification de ces procès. Qu'est-ce que ça montre? Voilà, donc je te propose de raconter brièvement ce qui s'est passé et de dire pourquoi, quelles étaient Mhm. tes preuves pour montrer que ces personnalités peuvent être vraiment dangereuses pour notre société. Alors merci Yana de me donner cette parole parce que c'est vrai que en Belgique, c'est passé quasiment inaperçu. Quand j'ai gagné le premier procès contre Ouassari Ibrahim, j'insiste quand même sur le fait que c'est eux qui ont porté plainte contre moi, c'est eux qui m'ont poursuivi au tribunal. C'est pas du tout moi qui en a fait la demande. Moi, si vous voulez, c'est que
je n'ai pas droit à la parole dans la presse belge. Et donc, mon seul moyen de pouvoir justement dénoncer ces dérives, dénoncer certains acteurs politiques ou personnalités qui ont une influence en Belgique, en tout cas à Bruxelles, via les réseaux sociaux. Et je sais que je suis assez suivie et c'est ce qui pose problème pour certains. D'autant plus que Ouassari Ibrahim, il a porté plainte, surtout, c'est venu à un moment bien précis parce que ça faisait déjà depuis quelque temps que je le dénonçais, mais c'est arrivé au moment où il y a eu un partenariat qui allait se faire avec la défense belge, où il allait former en cybersécurité des jeunes. Avec évidemment, on sait que en cybersécurité, il y a des dossiers sensibles, etc. Et en sachant ces liens avec les frères musulmans, avec le milieu frériste, il m'a paru important de pouvoir le dénoncer et surtout d'attirer l'attention de la défense de l'État belge sur ce partenariat qui allait se faire. Alors, il faut se dire aussi que euh, quand j'ai gagné le procès, il a eu droit à une réponse dans la presse belge. Donc lui, sa réponse, il a donné et évidemment, il a dit qu'il n'y avait rien de factuel, que ça partait sur des fabulations, que finalement que c'était du racisme contre lui, etc. En sachant que je m'appelle Fadila Maroufi, c'était quand même risible. Et alors que mon avocat, après avoir gagné le procès, a demandé un droit de réponse et a demandé pour mettre ça dans la presse, publier ça dans la presse, ça a été refusé. Donc on sent que dans le milieu belge, belgo-bruxellois, il y a un problème à ce niveau-là, au niveau de l'information, et on m'empêche vraiment de dire la vérité et de dire de dire ce qui s'y passe. Pour dire en quelques mots, Ibrahim Ouassari, il a soutenu Baraka City. Donc c'était vraiment très factuel. Hein. On a mis vraiment avec des preuves, des photos, etc. Donc Qu'est-ce que c'est Baraka avec City? donc Rappelle-le, s'il te plaît. l'Observatoire européen déjà des fondamentalismes, quand ou même sur mes pages, quand on annonce, quand on dénonce, c'est toujours factuel avec des preuves. On ne met jamais rien sans qu'il y ait une preuve factuelle. Donc il a soutenu Baraka City. Donc c'est une association, une ONG qui était en France, qui a été dissous d'ailleurs, dont le fondateur était Idriss Siamedi. Il a été dissous par Darmanin. Et on sait que ce Baraka City est frériste. Hein. On sait que c'était un danger et qu'il y a eu énormément de dossiers ici en France. Et on peut retrouver ça sur Google en tapant toutes ces informations. Certains médias français en ont beaucoup parlé. Ensuite, il a affiché son soutien à Rachid Hadash. Rachid Hadash est un prédicateur frériste qui a fait d'ailleurs l'Arabia. On a mis des photos, évidemment, l'Arabia, qui est le signe de ralliement des frères musulmans. On l'a mis en photo sur les réseaux sociaux pour le démontrer. Il a aussi soutenu Issa Nawash. Issa Nawash est une sœur musulmane, une sœur du réseau frériste, proche des frères musulmans, et qui allait être nommée commissaire du gouvernement de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes. Alors, elle a dû démissionner suite à un rapport de la Sûreté de l'État belge, parce que en fait, quand on nous a annoncé qu'elle allait être commissaire pour l'égalité homme-femme, en sachant qu'elle porte le voile, cette personne, alors c'est quelqu'un de très brillant, très intelligente, qui a fait des études, et ça on sait que dans le milieu frériste, généralement, les gens font des études, c'est une certaine élite, donc nous l'avons dénoncé. La Sûreté de l'État s'en est intéressée et évidemment, il y a eu donc ils ont dit assurant qu'elle a des contacts avec des membres de l'organisation sans conclure qu'elle en était consciente. Donc il y a véritablement un lien avec le milieu frériste. Alors elle a donné sa démission parce que évidemment elle avait été invitée par la Sûreté d'État à devoir répondre justement sur ces dossiers et pour ne pas être confrontée à ça, elle a démissionné, ce qui lui a permis de se victimiser, de dire il y a eu une cabale contre moi, etc. Donc il l'a soutenu ouvertement. Il défend très ouvertement le port du hijab pour les femmes, et ça, très régulièrement, il le fait sur ses réseaux sociaux, etc. Le 27 septembre en 2018, et ça c'était assez important, parce que dans la DH, on lui consacre toute une page où on explique qui il est, sa famille, etc. Et ce qui, moi, m'a interpellée, c'est que on parle de sa famille, et en fait, on ne voit que son père et ses frères. Les filles, les femmes, les 4 sœurs n'y paraissent pas. On ne voit pas sa mère, mais il y a juste une photo de lui, son père et ses 3 autres frères. Donc il y a quand même des choses qui permettent de dire que ce personnage est problématique.
Mais visiblement, il continue quand même encore à avoir du soutien, énormément de soutien. Il a eu des financements pour déradicaliser les jeunes. Euh, une année après les attentats de Bruxelles, il a eu une somme de 750 000 euros, mais il a eu encore pas mal de subventions, notamment de Google, d'une banque, ING, etc. Donc ce personnage-là, euh, il a fait cet incubateur, donc cette association qui s'appelle Molenbeek, pardon, qui est censée former les jeunes hommes et femmes sur tout ce qui est Internet, etc., l'usage en tout cas informatique et le cyber informatique, etc., le web. Et il n'y a jamais eu d'évaluation. C'est-à-dire que depuis que cette association existe depuis plusieurs années, jamais il y a une évaluation pour savoir si finalement, oui ou non, ces jeunes qui sortent de là ont des emplois, s'ils sont recrutés sur du long terme après leur stage, est-ce qu'ils font réellement des stages? Il n'y a rien. Par contre, tout se passe par des espèces de photos avec des personnalités politiques, parce que bon, ce personnage habite Molenbeek, Molenbeek se trouve à Molenbeek. Maintenant, il a développé son partenariat au Maroc. Je sais que c'est aussi dans certains pays de l'Est. Il vient de signer un contrat. Donc c'est quelqu'un qui se vend très bien au niveau marketing. On voit qu'il arrive à se vendre. Tout le monde veut prendre des photos avec lui, mais personne ne sait réellement qui il est, qui se cache derrière ce monsieur. Alors il se vante énormément aussi d'avoir réussi dans la vie sans avoir fait d'études parce qu'il a quitté l'école quand il avait 13 ans. Il s'en vante. Donc, quelle est l'image qu'on en donne? Il a été élu bruxellois de l'année, je pense que c'était il y a Oui. 2 ans. On va revenir là-dessus. Mhm. Et il se vante dans ce journal, il se vante d'avoir réussi sans avoir fait des études, comme quoi on peut réussir sans avoir fait des études. Quelle est l'image qu'on donne aux jeunes? C'est de dire finalement, bah, ne faites pas d'études, venez faire des formations, etc. Avec les formations, c'est suffisant. Or, il n'y a rien. Il a aussi créé des partenariats avec un gros groupe qui s'appelle Actiris. C'est un centre pour aider les gens à se remettre au travail, etc., qui est lié au gouvernement belge, régional de la Mhm. région bruxelloise. Et donc, on lui envoie, il y a des contrats comme ça qui lui sont envoyés, des subventions, etc., pour former des jeunes. Mais encore une fois, on ne sait rien. Et ce qui est assez étrange, c'est qu'il n'y a vraiment aucun journaliste qui s'y intéresse de près et qui a été réellement enquêté sur qui est ce personnage et qu'est-ce qui a été mis en œuvre derrière. Donc, moi, il me semblait que c'était important dans tout ce flou, quelque part, en tout cas en termes de ce qui peut en ressortir de tout ce travail qu'il aurait fait, qu'il aurait produit, il n'y a rien de concret. Donc, il fallait absolument dénoncer, d'autant plus que pour nous, c'est avéré. On voit bien qu'il y a des liens. On voit bien que ce personnage entretient des liens avec certains. On l'a vu et on l'a démontré. Et Avec comment certains qui? Avec ben, certains. avec certains, comme ce que j'ai dit là tout à l'heure, avec Rachida Dash, Mhm. avec Issa Nawash, Mhm. etc. Et pour moi, ce qui me pose problème, c'est que il n'y a personne qui va chercher encore plus loin. Donc voilà. Après, il y a eu juste après lui, il y a eu donc Farida Tahar, donc cette ex-députée sénatrice qui était auparavant Parti socialiste, qui a ensuite été chez les membres écolos, qui s'est présentée. Cette personnalité, elle a été membre du conseil d'administration du CCIB, du collectif de lutte contre l'islamophobie en Belgique, qui est le petit frère du CCIF qui a été dissous en France et qui est venu maintenant s'abriter à Bruxelles sous l'appellation de CCIE, donc pour Collectif de lutte contre l'islamophobie européen. Ils ont été soutenus par le CCIB, donc ils ont été invités, soutenus par ENAR, une grande organisation aussi qui se trouve à Bruxelles, auprès des institutions européennes, qui est frériste, qui a reçu énormément de subventions, on parle de millions d'euros, euh, et ils sont soutenus par toutes ces organisations fréristes. Et donc cette dame, elle fait partie du conseil d'administration du CCIB, Mhm. en sachant que l'ancien président du CCIB, Mustapha Chahiri, a fait aussi l'Arabia à plusieurs reprises. J'ai été confrontée à lui, d'ailleurs, on a eu un débat avec ce monsieur, mais en réalité, c'était pas vraiment un débat. C'était une manière aussi pour moi, l'occasion de dire que c'était vraiment un frère musulman, puisqu'il faisait vraiment l'Arabia et que j'ai pu le démontrer à différents moments et que ce monsieur est d'ailleurs a participé le 10 novembre
2010, je pense, avec le CCIF quand il y a eu cette manifestation contre l'islamophobie à Paris. Il était venu, 2019. 2019, pardon, il était venu, il a soutenu le CCIF et d'ailleurs, lorsqu'on a eu cet entretien, qu'on a discuté, il avait dit qu'il fallait absolument soutenir les musulmans parce que finalement, les musulmans actuels, ce sont les juifs de 1929, ils subissent la discrimination, etc. Et ils risquent de subir exactement les mêmes, on risque de, voilà, de subir, il faisait un peu Le même comprendre, le sort même sort que que... les juifs. Hmm. Et je lui ai juste rappelé que nous, contrairement à l'Allemagne nazie et à l'époque, il n'y a pas de loi contre les musulmans, que les musulmans sont traités à égalité avec le reste de la population, qui sont considérés comme français, comme belges, etc. Mais que par contre, il y a des revendications islamistes, et que ça, par contre, nos sociétés séculières n'en veulent pas. Il a été déconcerté parce qu'il s'attendait pas à ce que je le connaisse à ce point-là et à ce que surtout je révèle qu'il était effectivement issu des frères musulmans. Alors il a prétexté des tas de choses, mais bon, pour revenir un peu à notre dossier, c'est que c'est vrai, tout ce milieu à Bruxelles se connaissent tous et se soutiennent tous, et que l'un après l'autre a porté plainte contre moi. Il y en a eu d'autres qui ont tenté, qui ont été auprès de la police, etc., qui ont fait défaut avec ce que j'avais publié. Ils ont manipulé les images pour dire, vous voyez, cette personne dit pas la vérité, etc. Moi, j'ai ramené évidemment les preuves avec les Hmm. documents. Donc tout ça fait que ils font et ils mènent un djihad judiciaire. Pour revenir, djihad judiciaire, pour moi, le djihad déjà, c'est une guerre. Il faut appeler un chat un chat. Dire djihad, quelque part, ça le rend un peu sympathique, un peu exotique, ça le rend un peu flou. Mais en réalité, le terme en lui-même, djihad, ça veut dire la guerre. Ils sont en guerre. Quand on dit qu'ils font le djihad, quand ils commettent des attentats, c'est une guerre contre l'Occident, c'est une guerre contre nos pays. Quand il y a un djihad judiciaire, c'est une guerre à travers le côté judiciaire. Ils connaissent nos lois, ils utilisent nos lois contre nous pour nous faire taire. Leur objectif, c'est que toute critique contre eux ou qui pourraient empêcher leur projet et leur avancée dans leurs revendications, ben, il faut absolument nous faire taire. Et ils savent que ça nous coûte parce que moi, qui suis-je après tout? C'est-à-dire qu'en Belgique, j'ai aucun soutien. J'ai ni soutien financier, ni soutien politique, ni soutien médiatique. Et que maintenant, visiblement, la Belgique, parce qu'il y a eu la sortie d'un livre qui s'appelle Allah, pas dans notre classe, eh bien, ça a fait un buzz parce que il y a eu, on a essayé d'en parler dans une librairie, ils ont voulu faire une présentation et qu'il y a eu des jeunes qui ont voulu saccager et qui les ont menacés. Donc, ils ont annulé cette présentation de cet ouvrage et on a l'impression que tout d'un coup ils découvrent qu'il y a un problème avec l'islamisme alors que ça fait depuis des années que nous le dénonçons, que nous n'avons jamais été soutenus pour ça, au contraire, on a été traités de fascistes et d'extrême droite, alors que nous on est plutôt apolitique et on se revendique d'aucun parti politique, on se veut très neutre et surtout défendre la laïcité et notre démocratie. Et là, tout d'un coup, il y a une espèce de réveil, et tous ceux qui nous ont critiqués ou craché dessus, entre guillemets, ou traités de fachos, ben là, tout d'un coup, se disent, bah tiens, on a quand même un petit problème en Belgique avec certaines revendications islamistes. Et je veux juste rappeler ou dire, annoncer que en France, on reconnaît ton travail beaucoup plus qu'en Belgique, pour des raisons que peut-être tu pourras Mhm. expliquer. Fadila Maaroufi a obtenu le prix de la laïcité il y a quelques jours, et ça s'est passé dans la grande mairie de Paris. Son travail, son combat contre l'islamisme a été apprécié à sa juste valeur. En revanche, ça se fait pas en Belgique. Et Exactement. pourtant, tu es ce qu'on appelle une analyste peut-être la plus à même de faire ce travail parce que ce n'est pas seulement parce que tu as lu des livres et tu connais vaguement le sujet, c'est parce que tu as été aussi infiltré dans le milieu des frères musulmans et tu as été en contact assez proche avec les sœurs musulmanes. Et donc, c'est pas une métaphore, ou Mhm. une vue d'esprit de ta part, de dire que quand tu parles de Farid Attar, tu parles de quelqu'un qui est proche des sœurs musulmanes. Est-ce que tu pourrais peut-être dire quelques mots là-dessus, Mhm. d'une part, et d'autre part, dire pourquoi la Belgique fait une sorte d'omerta sur ton travail et ce qu'on appelle le fait que tu sois la lanceuse d'alerte. Alors d'abord, moi, parce que je suis issue déjà d'une famille musulmane. Donc j'ai grandi avec ça, j'ai vu l'évolution de l'islamisme, j'ai vu le radicalisme, comment est-ce qu'il a gangréné
depuis mon enfance. En réalité, ça s'est fait vraiment d'une manière sur du long terme. Et puis, quand j'ai commencé à reprendre mes études d'anthropologique en master en anthropologie, j'ai voulu comprendre ce phénomène euh, parce que je voyais qu'à Bruxelles, de plus en plus de femmes portaient le voile et que c'était vraiment explosif. C'était pas juste quelques-unes, une minorité, etc. Non, c'était vraiment explosif. Donc, j'ai voulu comprendre ce phénomène-là. Et puis, j'étais travailleuse sociale, donc je voyais ce phénomène de radicalisme où on rappelait à l'ordre systématiquement les femmes qui ne portaient pas le voile, dont moi-même, et pas forcément par ma famille, mais plutôt par des gens extérieurs à ma famille, mais qui étaient issus de la communauté musulmane. Et quand j'ai fait ces études anthropologiques, mon master, j'ai voulu faire mon travail de fin d'études sur l'islamisation des femmes musulmanes à Bruxelles. Et j'ai donc infiltré un milieu, au départ c'était une mosquée, et ça m'a amené sur d'autres réseaux dans tout le tissu bruxellois, où j'ai vu évidemment le phénomène d'islamisation, de réislamisation des femmes, mais de radicalisation des femmes. Alors si la plupart des femmes allaient dans ces milieux-là, parce qu'il y avait le phénomène des départs des jeunes filles, jeunes garçons vers la Syrie, vers Daesh, Irak, Syrie, c'est que ces femmes, les mères, ne voulaient pas que leurs enfants partent. Moi, ce que j'ai constaté au bout de quelques mois, c'est que les mères elles-mêmes étaient radicalisées et les jeunes enfants qui étaient là, évidemment, sont radicalisés. Et j'ai pu voir à l'œuvre l'endoctrinement des sœurs musulmanes. Quand j'ai vu ce phénomène-là, l'année suivante, à la rentrée, donc ça s'est passé en 2014 jusqu'en 2017, j'y suis restée. Au début, c'était 6 mois. Donc, après avoir remis mon mémoire, ça devait se terminer. Mais j'avais compris qu'il y avait quelque chose et qu'il fallait absolument rester et témoigner et interpeller le politique. Ce que j'ai essayé de faire. En faisant ça, je me suis rendu compte que et les partis politiques étaient déjà noyautés, les associations sont noyautées et que beaucoup ne voulaient pas parler de ça. Soit avaient peur, ou aussi parce ils travaillaient déjà avec certaines personnalités qui étaient fréristes et que quelque part, dire tout d'un coup, ah, mais cette personne est issue, est islamiste, etc., ça pouvait poser problème pour leur financement. Et on pourrait dire évidemment qu'ils ont des incointances eux-mêmes, qu'ils ont contribué à l'islamisation quelque part de la société. Donc il y a eu un déni. Et puis il y a aussi le vote des musulmans. À Bruxelles, on sait que le vote des musulmans et la population pardon, musulmane, ça oscille entre 22 et 50% dans certaines communes. Donc le vote musulman est important. Il est important pour les partis politiques, surtout au départ d'extrême gauche, de gauche, écolo. Mais maintenant, on voit aussi que même la droite, en réalité, même s'ils ont un langage, même si dans leur discours, ils dénoncent l'islamisme, mais dans les actes, ça ne se voit pas. Il y a au sein même de certains partis politiques comme l'EMR, il y a des personnalités fréristes. Et d'ailleurs, l'EMR, qui est de droite, eux-mêmes ont mis Wassari Ibrahim comme membre du conseil d'administration de Proximus, d'une très grande boîte de télécommunications. Donc on voit bien que finalement ils participent tous à un moment ou à un autre parce qu'ils s'imaginent qu'ils vont pouvoir contrôler ces gens. Or c'est eux qui les contrôlent. In fine, c'est eux qui changent le logiciel et qui finissent par rendre une société charia compatible. On finit par accepter des femmes voilées, on dit sous l'inclusion et la diversité, on accepte les femmes voilées, on en fait la promotion, ça va jusqu'à faire la promotion auprès des institutions européennes, souvenez-vous, avec l'affiche des femmes voilées, de toute cette promotion, Oui, du etc. Conseil européen, bien sûr. Exactement. Mhm. Donc, et ce qui fait que maintenant, les Belges commencent, comme je vous l'ai dit, c'est qu'avec le livre qui vient de sortir, on se dit, tiens, ce sont des professeurs qui sont agressés. On a des témoignages de professeurs qui disent, nous, on ne peut plus parler euh, de, euh, de la science, de l'évolution, de l'évolution de Darwin, etc. On peut plus en parler parce que tout de suite on a des élèves qui disent mais non, en islam c'est comme ça, on peut pas dire ça, c'est Dieu, il y a eu Adam et Ève, etc. Donc il y a beaucoup de questions qu'on ne peut plus aborder dans les classes et les professeurs ont osé maintenant témoigner. Bon, souvent c'est anonymement parce que les gens ont peur, parce qu'ils ne sont pas du tout soutenus ni par le politique, ni par des pouvoirs organisateurs, etc. Et donc, ils ont dénoncé ça et ça s'est retrouvé dans cet ouvrage-là. Pour l'instant, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a vraiment un réveil. Alors, c'est vrai que moi, j'ai pu avoir accès en France et j'ai été beaucoup soutenue par la France parce que j'avais compris que au niveau des chercheurs, au niveau des médias, je n'aurais pas de soutien et ce qui se passait était non seulement dangereux pour la Belgique,
Bruxelles, mais c'était aussi dangereux pour toute l'Union, pour tous les pays européens, parce que finalement, ce qui se passe à Bruxelles influence énormément l'Europe, les institutions européennes, qui influencent les autres pays. Donc si les autres pays ne comprennent pas ça, on va droit à la catastrophe, parce que eux, ils avancent énormément. L'islamisation de la société belge, et se fait l'antisémitisme belge, on parle même plus de l'antisémitisme islamique ou de la communauté musulmane. C'est vraiment la Belgique, puisque les politiques belges prennent des positions et ils sont antisémites. Ça, c'est très clair. C'est très clair. Quand on interdit un match de foot entre Israël et la Belgique, quand on interdit des échanges et un tournoi de frisbee pour des jeunes Israéliens entre 13 et 17 ans, qui sont finalement, se sont déplacés d'Israël jusqu'à Bruxelles et on les a assignés à rester à résidence parce qu'on leur a dit on ne peut pas assurer votre protection. Oui, je rappelle qu'ils n'ont même pas pu entrer dans la ville de Gand. Le bus, le car qui servait cette équipe ne pouvait pas entrer dans la ville parce que le maire de la ville a refusé de les accueillir. Donc en fait, nous sommes dans une situation inédite en Europe où les Juifs ne sont pas admis dans la ville. On s'en souvient de cet épisode. La presse française en a Mmh. parlé, mais je ne sais pas si la presse belge a mentionné cet épisode. La presse belge, quand ils en parlent, c'est généralement quand même on rappelle toujours, ils disent toujours il faut contextualiser. Ouais. Ce qui veut dire en réalité, c'est renvoyer toujours Israël avec les mêmes discours que les islamistes, d'ailleurs que les islamistes leur donnent ou leur ont appris à inculquer, parce qu'on sait qu'il y a des groupes du Hamas, il y a des groupes du FPLFP, etc. à Bruxelles qui sont influents et qui ont influencé aussi bien nos médias belges, aussi bien les professeurs à l'université, aussi bien les étudiants, etc. Ils sont militants, ils sont très présents, ils empêchent des intellectuels à donner des conférences, ils transforment les récits. Donc on ne transmet pas l'histoire, ni l'histoire du conflit israélo-palestinien, on transmet le récit finalement que les terroristes veulent bien qu'on transmette. Et c'est comme ça, c'est ce qui fait que maintenant on a vraiment un antisémitisme qui est bien présent en Belgique et avec des gens, pour la plupart, qui ne connaissent même pas en réalité le conflit en lui-même. Je ne parle pas des musulmans, je parle vraiment, même si parmi les musulmans, il y a aussi des musulmans qui ne connaissent pas le conflit, mais je parle surtout de la population belge qui connaissent rien du tout, ni à Israël, ni à la Palestine, mais qui tout d'un coup se sentent, voilà, tout d'un coup Autorisé à haïr les Juifs. voilà, haïr les juifs, avoir de l'empathie pour ce qu'ils appellent des Palestiniens, mais qu'ils ne connaissent pas au fond du tout. Et donc, c'est là, dans cette ambiance-là, finalement, qu'on évolue. Et moi, je me suis dit, bah, le seul moyen pour faire entendre la voix, c'est de venir en France. Et c'est comme ça que j'ai pu vraiment travailler aussi avec Florence Bergeau-Blaclair, justement, sur des focus group auprès des femmes, parce que j'ai parlé sur la question des femmes, l'importance de s'y attarder. Pour vous donner juste un petit exemple, quand je suis rentrée chez les sœurs musulmanes, dans ces lieux que j'ai fréquentés, elles étaient une centaine. 3 ans plus tard, elles étaient plus de 400, avec autant de jeunes filles. On leur apprenait à être militantes, on leur apprenait à revendiquer, on leur apprenait qu'il fallait revendiquer le port du voile dans les universités, comment le faire. Donc on leur donne toutes les stratégies, toutes les méthodologies pour pouvoir s'imposer partout où elles vont, entreprises, etc. Et on trouve la même chose ici en France avec la Lab et d'autres structures qui utilisent les mêmes propos sous couvert Laïcité, tolérance, de bienveillance, et laïcité, vivre ensemble. d'aider les jeunes ou les femmes à trouver un emploi, etc. Et en réalité, moi j'ai assisté, par exemple pour la Lab, j'ai assisté justement à un colloque d'une journée sur comment aider les jeunes filles à trouver un emploi. Et finalement, il y a eu des bribes de, du conflit israélo-palestinien où on a parlé du conflit, où on disait, vous voyez, comme c'est comme, et alors il y a une comparaison, et ils arrivent à faire ça, mais avec une intelligence, mais incroyable. Trouver un travail, les discriminations pour trouver un travail pour une femme voilée, et ce qui se passe dans le conflit israélo-palestinien, et ce qui se passe avec la guerre entre Israël et les Palestiniens. Donc c'est incroyable, avec plein de monde, avec des kéfiers, etc. Et donc on voit cette influence, comment elle se passe en fait, alors que sur le tract, il n'est pas question ni de la Palestine ou d'Israël, etc. Clairement, c'était une conférence où on ne parlait que du travail.
Mais c'est un noyau qui permet de réunir toutes ces mouvances islamistes pour lesquelles, même s'ils ne sont pas d'accord, il y a au moins un accord, c'est la solution finale pour les Juifs d'Israël. Mais ça, c'est pas tout à Mm. fait notre sujet aujourd'hui. Je voudrais quand même revenir au fait que tu as été menacé de mort. Tu es toujours menacé de mort. Tu n'as pas de protection policière. On a essayé de te brûler, on a essayé de te vendre au Daesh. Et malgré tout cela, ce sont des choses que tu racontes, dont on a des preuves, tu n'es pas protégé. Et malgré tout cela, toi, tu n'as jamais eu peur de lancer une alerte, de proposer ces analyses. Je fais une parenthèse en proposant à tous ceux qui nous écoutent et regardent cette émission de lire le chapitre sur les sœurs musulmanes qui a été écrit par Florence Berger-Leclerc et où Fadila joue un rôle principal parce qu'il était infiltré dans ce mouvement, donc tu connais très bien de quoi tu parles. Et puis je voulais te demander euh, pourquoi les gens ont peur? Parce qu'il s'agit de leur identité, de leur culture, de quelque chose qui forme ou qui fonde leur Mhm. essence, leur être, qui est menacé par toutes ces idéologies. Pourquoi ils ont peur? Alors, je pense qu'ils ont peur parce que ils pensent que en ne faisant rien, ils pourraient se protéger. Ils ont peur, souvent aussi, ils ont peur d'abord pour ne pas subir, parce qu'il y a eu évidemment les attentats, il y a eu Samuel Paty, etc. Donc la menace, c'est Donc physique, la réelle. menace physique Mhm. réelle, les gens en ont peur parce qu'ils l'ont vu. D'autre part, ils ont peur d'être étiquetés extrême droite parce que évidemment, s'ils critiquent par rapport aux revendications islamistes, etc., ils estiment que si on les traite de fachos, ça va pas. Pour eux, c'est la plus grosse peur. Moi, j'ai connu des gens qui m'ont dit, on n'a pas peur de mourir, mais on a peur qu'on nous colle une étiquette d'extrême On a droite. peur de mots. Vous voyez, il y a ça. Et donc, moi, je leur dis toujours, mais n'ayez pas peur parce que de toute façon, même si vous avez peur et que vous restez chez vous, que vous cloîtrez, que vous ne dites rien, ils viendront quand même vous chercher. C'est une question juste de temps. Et même pire, c'est qu'il faut penser à nos enfants. C'est que là, maintenant, il faut réagir pour nos enfants. Parce que, en réalité, on voit tout ce qui se passe en Afghanistan. La situation pour les femmes, les jeunes filles qui sont mariées à 9 ans, à 6 ans, violées, quand on voit ce qui se passe en Iran, qui se passe dans tous ces pays en fait islamiques, en réalité c'est juste une question de temps pour que ça vienne ici. Donc pensez à vos filles, à vos petites filles quand elles vont subir ça. À ce moment-là, il n'y aura plus personne pour vous aider. Donc il faut réagir maintenant tant qu'on peut encore, parce qu'il ne faut pas attendre qu'on soit trop tard. Donc, et ils sont forts que par notre faiblesse. En réalité, ils savent que nous avons peur, que notre société a peur, et donc ils jouent là-dessus pour imposer. Mais si on répond, en réalité, si on répond, je suis sûre que ça va freiner et qu'ils vont même cesser leurs revendications. Il nous faut des gens très fermes, très forts, un gouvernement, une personnalité qui soit ferme, qui pose des actes forts, qui sanctionne. Il faut des gens qui ne se laissent pas faire. C'est-à-dire que quand une personne veut vous agresser, répondez. Moi, si quand on m'agresse dans la rue, ça m'est déjà arrivé d'être agressée, je ne réponds. Quand ils me voient répondre, je peux t'assurer qu'ils repartent parce qu'ils se disent, ils sont étonnés que je réponde. Ils s'attendent à quelqu'un qui reste figé et qui va recevoir des baffes, etc. Ce qui n'est pas le cas. Donc, à partir du moment où ils voient que vous répondez, à ce moment-là, eux, ils prennent la fuite. Je me souviens que Karadawi, dans ses prêches, disait à l'Occident, nous allons gagner, nous allons vous gagner avec vos lois. Et c'est ce qui se passe, parce qu'en fait, un des moyens d'agression, Mm. c'est le djihad qui menait contre les gens comme toi dans les tribunaux. Et c'est vrai que ça a fait reculer beaucoup de gens. Comment tu expliques que toi, tu n'as pas peur, tu n'as pas beaucoup de moyens pour te défendre, ils le savent, et néanmoins, tu y vas et tu réponds, tu te défends et tu ne recules pas. Parce que d'abord, il y a pour plusieurs choses. D'abord, moi, je pense qu'il faut toujours donner l'exemple. La communauté musulmane a besoin d'exemples. Et d'ailleurs, Youssef Kardawi l'avait très bien compris. Il a dit, quand on a des apostats, d'ailleurs, tout le monde est traité d'apostat à partir du moment où il ne suit pas la ligne islamiste. Hein. Donc, vous pouvez être musulman. Moi, c'est pas mon cas, mais il y a d'autres personnes qui sont musulmans, mais qui sont contre les islamistes, mais ils sont apostasiés par les fondamentalistes. Donc, Youssef al-Kardawi disait, quand vous avez un apostat, il faut éliminer les apostats. Parce que sinon, on risque d'avoir trop de défections dans notre rang. On va avoir trop de gens qui vont sortir de l'islam. Pour eux, on est des dangers. Parce que si on montre l'exemple, on montre une autre, ils ne supportent pas la fitna. Pour eux, la séparation, euh, La division de la la division dans communauté. la communauté, pour eux, c'est la pire des choses. Et évidemment, quand vous avez des personnalités qui montrent l'exemple, moi, je suis certaine qu'il y a des musulmans qui vont se dire, ah ben ça existe, mais moi aussi, je pense comme cette personne. Moi aussi, je veux
Je ne veux pas d'un État islamique. Pour moi, c'est important. Donc, je ne peux pas dire aux gens, faites ceci et moi-même me cacher ou me retirer du combat, c'est pas possible. D'ailleurs, c'est ce que je dis d'ailleurs, c'est pour ça que je porte le médaillon où je soutiens Israël, etc. Parce que je ne peux pas dire soutenir Israël et en même temps moi-même avoir peur de tenir le drapeau d'Israël ou ne pas porter des symboles pour soutenir les otages et Israël. En fait, c'est une action qui ne défend pas seulement Israël, mais qui montre à l'Occident ce qu'il faut faire pour que l'Occident reste en vie. Et tout à fait. Et je pense que ces actions-là vont faire que parmi les musulmans ou parmi les ex-musulmans, parce que je pense que ça viendra aussi de là, il va y avoir des gens qui vont, et d'ailleurs moi je le vois, je reçois pratiquement tous les jours en fait des gens qui me téléphonent, qui m'écrivent des mots, parce que moi c'est accessible, on peut m'appeler, etc. On peut m'écrire sur les réseaux sociaux ou m'envoyer des mails, et qui me disent je pense complètement comme vous et j'ai peur, etc. Mais là je ne veux plus laisser les choses, je veux parler, je pensais être seule, etc. Donc, ils existent et il faut les encourager à pouvoir le faire et il faut absolument qu'on nous soutienne. Parce que si on n'a pas de soutien, parce que malheureusement, certains me disent, vous savez, j'ai des enfants, quand je vois votre situation, ces idiots n'ont pas encore compris, ils vous soutiennent pas, ils nous soutiendront pas, vous comprenez qu'on peut pas comme ça s'afficher. Donc, je pense aussi que c'est maintenant aux politiques, aux gens de soutenir, de nous soutenir d'une manière aussi un peu plus que quand on voit Verbal. et qu'ils soutiennent les islamistes. Mhm. Eux, ils ont tout. En réalité, on leur offre tout. Et nous, c'est vrai qu'on fait avec des bouts de ficelle. On aurait pu, honnêtement, on pourrait mener des actions beaucoup plus fortes si on nous soutenait. Et, on va dire, d'une manière symbolique, mais aussi financière. Parce que ça nous coûte, hein. On perd notre travail. On est stigmatisé. Trouver un travail, c'est pas évident. La famille peut vous rejeter aussi, c'est ce qui arrive très souvent. On est traité de traître, donc ça nous coûte énormément. Donc, dans mon cas, bah, par moment, je dois engager des gardes du corps quand je vais dans certaines manifestations, etc. Parce que c'est les lieux où je sais que je suis susceptible d'être agressée. Donc tout ça, et comme la police me disait, ah, mais si vous voulez vous être protégé, vous devez payer. Mais bon, il faut avoir les moyens pour le faire. On peut pas vous mettre un véhicule de police. Donc vous voyez, ça c'est un peu la mentalité, on va dire, en Belgique. Vous pouvez être menacé, vous ne serez pas protégé. Et on a besoin maintenant de réagir, et il faut réagir. Et si je veux réagir, c'est parce que je sais vers quoi on va, surtout. Et je n'ai pas envie d'aller là, parce que aller là, ça veut dire le chaos, ça veut dire notre démocratie, il n'y aura plus, ça veut dire l'égalité homme-femme, on oublie, ça veut dire les femmes vont être bâchées, clairement, pas que voilées, c'est la totalité, hein, parce que ça commence avec un petit voile, mais ça finit gants et niqab. Donc je sais quelle sera, comment est-ce que chacun de nous va être placé. Euh, les tâches de chacun des hommes et des femmes seront séparées, les femmes seront reléguées à la maison et on ne pourra pas, parce que les islamistes, là pour l'instant, c'est les femmes peuvent aller travailler avec leur voile. En réalité, ça c'est momentané. À partir du moment où l'Occident deviendra islamique, les femmes vont être reléguées à la maison pour s'occuper uniquement de leurs enfants et de l'éducation de leurs enfants chez elles. Ça, c'est ce qui est dit chez les sœurs musulmanes en réalité, parce qu'il y a le discours qu'elles disent à l'extérieur, comme Tariq Ramadan, le double discours, et tout ce qui est dit et que moi je connais très bien. Donc, et c'est tout ça quelque part, c'est pour ça que je me bats et que j'ai envie que je ne veux pas me taire sur ces questions-là, parce que je sais qu'on va de plus en plus vers ça et qu'il faut réveiller l'Occident et qu'il faut certainement pas lâcher là maintenant. En tout cas, merci beaucoup pour ce que tu dis. Je te félicite pour cette victoire, toi et ton avocat, Émeric Merci. Delamotte, qui t'a soutenu. Et puis, je te remercie aussi pour l'exemple que tu donnes à tous ceux qui nous écoutent. Ben, je voulais remercier vraiment parce que Maître Émeric Delamotte et l'Institut Thomas More, ils sont pour beaucoup, ils ont fait un merveilleux travail justement pour parce que bon, il faut s'y connaître aussi dans ces dossiers. Et je pense que c'est vraiment des avocats qui sont très courageux et qui ont osé prendre ces affaires-là pour aller jusqu'au bout et pour notre démocratie. Merci Fadila. Merci.